Alors que la nuit tombait sur la cité interdite, la lueur des bougies vacillait sur les murs vermillons et froids, illuminant la silhouette tremblante d'une femme enveloppée dans une couverture, rampant silencieusement vers le lit de l'empereur. Dehors, les pas des eunuques résonnaient comme le rythme du destin. Personne ne pouvait respirer profondément, personne ne pouvait aimer, et personne ne pouvait choisir. Dans l'arène impériale de la dynastie Qing, où chaque nuit était une partie d'échec vital, chaque visite impériale était un pari pour une nouvelle vie, et chaque concubine n'était qu'un nom gravé parmi 3000 beautés. Le pouvoir, le corps et l'espoir luttaient entre gloire et humiliation. Derrière le fin rideau de soie, que s'est-il réellement passé lorsque la faveur impériale est devenue une arme et l'affection un luxe? Qui a réellement gagné à ce jeu silencieux? Sous la dynastie Qing, l'arène impériale fonctionnait selon un système extrêmement strict, de la hiérarchie des rangs aux moindres détails de la vie quotidienne, notamment la pratique de la visite impériale, une procédure apparemment privée mais qui était en réalité un rituel national. Chaque concubine avait son nom gravé sur une petite plaque en bois, appelée plaque nominative. Chaque soir, après le dîner, l'empereur tirait au sort une plaque. La concubine choisie était ensuite conduite dans les appartements de l'empereur pour le servir. Cela pouvait paraître un coup de chance, mais ce n'était en réalité que le début d'un rituel d'une rigueur étouffante, où la femme n'avait aucun droit de choisir ses sentiments ni de refuser. Dès l'annonce d'une visite impériale, la concubine devait se laver soigneusement, se parfumer et se peigner les cheveux raides. Cependant, après le bain, elle n'avait pas le droit de se vêtir. Elle devait s'envelopper entièrement dans une couverture et attendre en silence. À l'arrivée des eunuques, ils la transportaient, toujours enveloppée dans la couverture, jusqu'aux appartements de l'empereur. Durant tout ce processus, la concubine n'était pas autorisée à marcher normalement, mais devait ramper depuis le pied du lit en signe d'humilité et de soumission absolue. Même pendant l'intimité, il lui était interdit d'émettre le moindre son. Bijoux et effets personnels étaient interdits, en partie pour des raisons de sécurité ou par crainte d'attaque contre l'empereur et en partie pour garantir un contrôle absolu des chambres. À ce moment-là, seul l'empereur, la concubine et 12 eunuques étaient présents, veillant silencieusement. La durée de la visite impériale n'était pas illimitée. Lorsque l'horloge sonnait l'heure, les eunuques à l'extérieur criaient pour rappeler à l'empereur qu'il était temps de terminer. En l'absence de réponse, ils criaient plus fort jusqu'à ce qu'ils reçoivent un signal. Ensuite, la concubine s'enveloppait de nouveau dans la couverture, rampait hors du lit de la même manière et était ramenée à son palais. Mais ce n'était pas le plus effrayant. On savait que la conservation de la semence impériale, c'est-à-dire du sperme de l'empereur, n'était pas toujours autorisée. Après chaque rencontre intime, les eunuques posaient à l'empereur une question très précise, il fallait la conserver. Cette question, en substance, demandait à l'empereur s'il souhaitait ou non que la concubine tombe enceinte. Si l'empereur répondait non, les eunuques procédaient à une série de mesures terrifiantes. Ils appuyaient fortement sur un point d'acupression spécifique de l'abdomen de la concubine et le massaient continuellement pour expulser tout le sperme. Tout cela avait pour but d'empêcher la conception d'enfants non désirés. Cela pourrait paraître une simple procédure médicale, mais c'était en réalité une époque où certains eunuques profitaient de leur pouvoir pour abuser des concubines. Elles étaient harcelées et exploitées, mais elles n'osaient résister, car une seule accusation pouvait les priver à jamais de la faveur de l'empereur. Pour elles, être sélectionnées pour une visite impériale était la seule occasion d'élever leur statut. Et si elles la manquaient, elles risquaient de vivre une existence froide et solitaire jusqu'à leur mort. Certaines concubines astucieuses savaient aussi profiter de ce moment pour marchander avec les eunuques, leur offrant une nouvelle nuit d'intimité ou un message à l'empereur. Dans l'arène, la ruse était une arme vitale. Si elles ne pouvaient compter sur leur beauté, elles avaient au moins besoin d'un esprit vif pour survivre. Mais c'est précisément pour cette raison que, pour beaucoup de femmes de cette époque, être sélectionnées pour une visite impériale n'était pas un honneur, mais une humiliation, un moment où elles étaient transformées en marchandises, emballées, livrées, puis jetées comme un objet. Même le simple fait de passer la nuit avec l'empereur était réservé à l'impératrice. Toutes les autres concubines, aussi favorisées soient-elles, n'étaient que des hôtes temporaires dans les appartements de l'empereur. Si une concubine commettait une infraction,
comme faire du bruit pendant l'intimité ou apporter des bijoux dans les appartements, les châtiments étaient sévères, de la détention au fouet, en passant par la rétrogradation au rang de servante, ou l'envoi au palais froid pour croupir dans l'obscurité. Ainsi, l'amour au palais impérial, si tant est qu'on puisse l'appeler amour, était une illusion fragile. Les concubines n'avaient aucun droit d'aimer, elles avaient seulement le droit d'être choisies, d'attendre, espérant une nuit de faveur impériale qui pourrait changer leur destin. Mais le prix à payer était l'humiliation, la douleur et d'innombrables risques d'abus. Tout a commencé avec une petite plaque en bois, une plaque en apparence simple qui portait le destin d'une femme à la cour impériale. Si vous pensiez que toutes les concubines du palais étaient impatientes de recevoir des visites impériales, détrompez-vous, car il y avait des moments où être sélectionné équivalait à une condamnation à mort, surtout les jours de fête. Pour les femmes modernes, les menstruations font partie intégrante de la vie, mais dans la société féodale, elles étaient considérées comme impures, signe de malchance. Pour l'empereur, considéré comme le fils du ciel, la vue du sang pendant l'intimité était un tabou absolu. Si une concubine avait le malheur d'être convoquée pour une visite impériale alors que son corps était indisposé, les conséquences pouvaient être très graves. Au mieux, elle perdait la faveur de l'empereur, au pire, elle risquait d'être décapitée pour manque de respect envers l'empereur. Dans un monde où le pouvoir et le corps des femmes étaient contrôlés dans les moindres détails, elles étaient contraintes d'élaborer d'innombrables stratagèmes pour éviter les visites impériales les jours défavorables. Avec ses bijoux extravagants et son maquillage sophistiqué défiant totalement les normes masculines romaines, Élagabal ressemblait davantage à un orateur religieux qu'à un empereur, choquant l'aristocratie par son apparence androgyne et son comportement imprévisible. Sa première décision administrative révélait déjà sa nature révolutionnaire, il transforma une partie du palais impérial en temple dédié à Eugabal. Des hôtels furent construits, des rituels orientaux commencèrent à être pratiqués quotidiennement et les espaces traditionnels du pouvoir furent littéralement redéfinis. Pour les Romains conservateurs, c'était comme si un envahisseur culturel s'était emparé du centre du pouvoir impérial. Les rituels publics que Elagabalus commença à pratiquer étaient véritablement provocateurs, sacrifices d'animaux rares, danses extravagantes, processions où la pierre sacrée d'Obugabal était portée au milieu de musiciens et de danseurs. Tout était spectaculaire et délibérément choquant. Il voulait que chaque Romain comprenne l'avènement d'un nouveau type de pouvoir. La langue et les coutumes syriennes commencèrent à être introduites à la cour impériale. Elagabalus parlait couramment l'araméen et insistait pour que les documents officiels soient traduits, une pratique inédite. Il fit appel à des cuisiniers, des artistes et des conseillers syriens, transformant le centre du pouvoir romain en un microcosme culturel oriental. Sa sexualité et son expression de genre défiaient également totalement les normes romaines. Gabalus s'habillait fréquemment en femme, utilisait un maquillage sophistiqué et se promenait dans la ville avec des vêtements mêlant éléments féminins et masculins. Pour la société romaine extrêmement conservatrice, c'était plus qu'un scandale, c'était une véritable remise en cause des valeurs traditionnelles. Les soldats romains, habitués à des empereurs virils et disciplinés, ne savaient comment réagir face à cet adolescent qui semblait plus intéressé par les rituels religieux et les performances personnelles que par la stratégie militaire. Gabalus représentait une rupture totale avec le modèle traditionnel de leadership impérial, et Rome n'était pas préparée à une telle révolution culturelle. Les rituels sanglants de Elagabalus dépassaient toutes les limites de la compréhension religieuse romaine. Chaque jour, des dizaines d'animaux étaient sacrifiés au nom d'Ogabo, créant une scène d'horreur et de spectacle qui choquait même les citoyens les plus habitués à la violence de l'époque. Veaux, béliers, chèvres et oiseaux rares étaient sacrifiés lors de cérémonies qui duraient des heures, transformant le palais impérial en abattoir permanent. Chaque sacrifice était une performance méticuleusement planifiée. Des prêtres syriens vêtus de costumes raffinés accomplissaient les rituels, utilisant des couteaux rituels ornés de pierres précieuses pour égorger les animaux. Le sang était recueilli dans des coupes en or, versé sur la pierre sacrée d'Ogabo, puis utilisé lors de rituels de purification mêlant éléments religieux et presque théâtraux. Les chiffres étaient impressionnants et inquiétants, des documents historiques rapportent qu'Elagabal ordonna certains jours le sacrifice de jusqu'à 100 animaux différents. La quantité ne suffisait pas, la variété était essentielle. Il exigeait des animaux rares de toutes les provinces de l'Empire, zèbres d'Afrique,
gazelles de Syrie, autruches de Nubie, créant une logistique complexe pour assurer la diversité de ces cérémonies religieuses. Mais les sacrifices ne se limitaient pas aux animaux. Des rumeurs de l'époque suggèrent que les Gabbalas pratiquaient occasionnellement des rituels impliquant des êtres humains, notamment des prisonniers de guerre ou des esclaves considérés comme impurs. Ces pratiques, bien que mal documentées, terrifiaient la population romaine, qui voyait dans le jeune empereur une figure de plus en plus proche du paganisme barbare. L'obsession du sacrifice revêtait une profonde dimension psychologique pour Gabal, chaque animal mort représentait un lien mystique avec Gabba, une manière de démontrer son pouvoir par la capacité de donner et de reprendre la vie. Elle ne considérait pas les sacrifices comme des actes de violence, mais comme des représentations religieuses où son pouvoir divin était publiquement démontré. Le coût de ces rituels était astronomique. On estime que Gabal dépensait l'équivalent du salaire annuel de 1000 soldats romains rien que pour les animaux sacrificiels. L'importation d'animaux rares, la préparation des rituels et le paiement de prêtres spécialisés vidaient les caisses impériales d'une manière jamais vue auparavant. Pour les Romains traditionalistes, ces sacrifices représentaient plus qu'un gaspillage, ils constituaient un affront direct aux traditions religieuses romaines. Des dieux antiques comme Jupiter et Mars semblaient totalement ignorés au profit d'un Syrien inconnu, dont les rituels semblaient plus proches de la barbarie que de la sophistication religieuse romaine. La brutalité des sacrifices de la Gabbale allait devenir l'un des principaux arguments en faveur de sa destitution. Sénateurs et militaires voyaient ces rituels non seulement comme un gaspillage financier, mais aussi comme une menace directe pour l'identité culturelle romaine, ouvrant la voie à la conspiration qui allait finalement mener à sa chute. La vie sexuelle de la Gabbale était si scandaleuse qu'elle défiait totalement les principes moraux romains. À 14 ans, il avait déjà été marié 5 fois, transgressant ainsi tous les protocoles sociaux et religieux de l'époque. Mais il ne s'agissait pas de mariage conventionnel, chaque union était une provocation qui choquait profondément l'aristocratie romaine. Son premier mariage, avec un cocher nommé Hierossi, fut particulièrement scandaleux. La Gabbale le présenta publiquement comme son mari, portant des voiles nuptiaux et célébrant des cérémonies imitant les mariages romains traditionnels. Pour la société de l'époque, c'était plus qu'un affront, c'était une déclaration de guerre aux mœurs établies. Mais les scandales ne s'arrêtèrent pas là. Et la Gabbale épousa un athlète musclé nommé Otico, célébrant une cérémonie publique où elle se présenta comme une épouse. Maquillage sophistiqué, robes transparentes et bijoux extravagants transformèrent le mariage en une performance genrée défiant toutes les conventions romaines. Le moment le plus choquant fut celui où Elagabal épousa une Vestale, un acte considéré comme un sacrilège absolu dans la religion romaine. Les Vestales étaient considérées comme sacrées, consacrées à la déesse Vesta, et tenues de respecter un vœu de chasteté. Briser ce vœu impliquait la peine de mort par enterrement vivant. Mais Elagabal défia publiquement cette tradition en célébrant une cérémonie de mariage qui provoqua l'horreur dans toute la Rome antique. Sa sexualité était fluide et performative. Elle se présentait tantôt comme un homme, tantôt comme une femme, portant des vêtements mêlant éléments masculins et féminins. Lors des banquets impériaux, il était courant qu'elle arbore des tenues féminines élaborées, des perruques, du maquillage et des bijoux qui coûtaient une fortune. Pour les Romains conservateurs, c'était plus qu'un scandale, c'était une insulte directe aux valeurs traditionnelles. Les bordels impériaux créés par la Gabbale étaient de véritables centres d'expérimentation sexuelle. Ils réunissaient des personnes de genre, d'orientation et de statuts sociaux différents, créant ainsi des environnements où les hiérarchies romaines traditionnelles se dissolvaient complètement. Prostituées, soldats, esclaves et aristocrates se mêlaient lors de fêtes qui duraient des jours, arrosées de vin, de drogue et de performances sexuelles élaborées. Médecins et historiens de l'époque rapportent que la Gabbale était obsédée par les organes sexuels masculins. Il collectionnait les pénis de différents hommes, transformant cette collection en une sorte de trophée étrange. Lors des banquets impériaux, il avait l'habitude de distribuer ses souvenirs pour choquer ses invités et démontrer son pouvoir absolu. Pour couronner son catalogue de scandales, Elagabal annonça publiquement qu'il paierait des fortunes à tout médecin capable de le transformer biologiquement en femme par une opération chirurgicale. Cette déclaration, faite alors qu'il n'avait que 16 ans, démontrait à quel point sa conception du genre et de la sexualité défiait totalement les normes de son époque.
La révolution religieuse de l'Agabal représentait bien plus que de simples changements rituels. Il s'agissait d'une tentative radicale de réécrire la structure spirituelle de l'Empire romain. Son objectif principal était de remplacer Jupiter, le dieu suprême romain, par le dieu solaire syrien Agabal, transformant ainsi complètement la cosmologie religieuse établie depuis des siècles. Pour mener à bien cette révolution, Elagabal entreprit la construction d'un temple monumental sur le mont Palatin, centre religieux et politique de Rome. L'édifice était somptueux, orné de marbre importé, de colonnes décorées d'or et d'une pierre noire conique représentant Agabal, placée au centre du sanctuaire. Des prêtres syriens furent recrutés pour accomplir les rituels quotidiens, remplaçant ainsi complètement les anciens prêtres romains. Les rituels du culte d'Agabal étaient élaborés et provocateurs. Chaque jour, une procession portait la pierre sacrée dans les rues de Rome, accompagnée de musiciens, de danseurs et de prêtres vêtus de costumes exotiques. La population romaine était contrainte d'assister, et souvent de participer, à ces célébrations qui défiaient totalement ses anciennes traditions religieuses. Elagabal déclara publiquement que Gabal était supérieur à tous les dieux romains, y compris Jupiter. Il alla jusqu'à ordonner le transfert des principales divinités romaines dans le nouveau temple comme si elles étaient des servantes du dieu Soleil. Les statues des dieux traditionnels furent humiliées, placées comme subordonnées à la pierre noire de Gabal. Mais la révolution religieuse ne s'arrêta pas. Et plus elle restait au palais, plus elle comprenait que seule celle qui tombait enceinte avait le droit de parler. Autrement, toute parole était vaine. C'est pourquoi certaines acceptaient tous les moyens pour préserver la semence impériale, même contre les ordres de l'empereur. Certaines concubines tentaient, après le massage visant à expulser la semence impériale, d'en conserver une partie ou d'empêcher les eunuques de s'approcher. Certains essayaient même de changer de serviette ou de drap, ou de dissimuler le moment, afin de préserver la possibilité d'une conception. Mais de telles ruses pouvaient aussi être découvertes. Et s'ils étaient pris sur le fait, le prix à payer n'était pas différent de celui de la haute trahison, flagellation, torture, voire exécution pour intentions inappropriées envers la lignée impériale. Certains choisirent de résister, d'autres de subir, et d'autres encore de négocier avec les eunuques. Cela peut paraître incroyable, mais dans l'arène impériale, une relation complexe et tacite existait entre concubines et eunuques. Certains devinrent même des alliés secrets, aidant les concubines à enregistrer leur date de conception, les soutenant par jalousie ou créant des occasions de se rapprocher à nouveau de l'empereur. En retour, les concubines devaient se montrer raisonnables, elles devaient envoyer des cadeaux, promettre des postes à des proches extérieurs au palais, ou même se laisser toucher dans des limites acceptables. Une concubine qui souhaitait être favorisée à plusieurs reprises devait comprendre les règles du jeu. Plus les visites impériales étaient nombreuses, plus les chances de grossesse étaient élevées. Et une fois la semence impériale conçue, tout changea. Nombre d'entre elles étaient donc prêtes à garder le silence face aux abus des eunuques, voire à utiliser activement leur corps pour corrompre et obtenir une opportunité. Dans les recoins sombres des chambres, derrière les fragiles rideaux de soie, ces femmes luttaient non seulement pour leur survie, mais aussi contre leur propre humiliation. Chaque nuit d'une visite impériale n'était pas seulement une affaire de chair et de sang, mais un jeu de faveur, où l'amour était un luxe et les sentiments sincères, tabous. Et si une grossesse survenait au mauvais moment par exemple, lorsqu'elle n'avait pas été autorisée, deux options se présentaient, avorter ou accoucher en secret et en accepter les conséquences. Mais quelle que soit la situation, le prix à payer était toujours très élevé, car la reine impériale ne laissait aucune place à l'erreur. Il n'y avait que deux voies, être officiellement reconnue ou être enterrée à jamais. C'est pourquoi, chaque fois qu'une concubine tombait enceinte légalement, cela était soigneusement consigné dans les registres officiels, nom, date, heure et état de santé de la personne. Cela servait non seulement à vérifier la lignée, mais aussi à servir de référence future en cas de dispute pour le trône. On peut imaginer un enfant à n'être soumis à une telle épreuve. Sa mère n'osait pas respirer bruyamment. Elle n'osait pas quitter le palais, même un instant, car chaque action pouvait être perçue comme une intention cachée. Un simple bâillement pouvait être considéré comme un manque de respect. Si l'empereur avait l'intention de rendre visite à une concubine le jour de ses règles et qu'il découvrait du sang, tout s'écroulerait.
Non seulement elle perdrait la faveur de sa femme, mais elle risquait aussi d'être accusée de négliger son corps et d'offenser l'empereur. Ainsi, tous les signes secrets des anneaux d'or aux cordes rouges en passant par les marques faciales étaient des stratégies d'autoprotection que seuls les plus ingénieux pouvaient maîtriser. En bref, la reine impériale sous la dynastie Qing était une vaste machine dont chaque rouage fonctionnait selon des règles rigoureuses. Dans ce royaume, les femmes n'avaient aucun droit de contrôler leur corps, elles ne pouvaient ni aimer, ni rejeter, et parfois même mourir si elles commettaient une erreur. C'était le choix pour une visite impériale, chance ou malheur, faveur, gloire ou chaîne. Peut-être que seules les femmes vivant dans l'ombre de la cité interdite le comprenaient vraiment. Et nous, qui vivons à l'époque moderne, ne pouvons qu'écouter, comme si nous entendions les murmures fantomatiques résonnant d'un passé lointain, où des vies humaines étaient écrasées sous des couches de vermillon et d'or. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette histoire complexe et émouvante, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager vos impressions.